Bonjour les amis. Reprenons les faits. Alors qu'il est sous le coup de 4 chefs d'accusation pour corruption, Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault-Nissan, fuit le Japon à bord d'un avion privé et atterrit à Beyrouth. Et on raconte que pour s'enfuir, il aurait organisé chez lui un faux concert de Noël avec des agents secrets déguisés en musiciens et qui se serait donc ensuite sauvé dans une malle qui était censée contenir des instruments de musique. Lui, il dément cette version, mais il laisse un certain flou sur les conditions de son évasion. Quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard, on le retrouve droit dans ses bottes en conférence de presse. Je n'ai pas décidé de me soustraire à la justice, j'ai décidé de fuir l'injustice et la persécution politique. Il s'en sort bien, mais les bons petits élèves de la rhétorique nous recommandent de nous méfier de ses stratagèmes. La rhétorique de Carlos Ghosn, elle est percutante. Mais attention, ça ne veut pas dire que sur le fond, son argumentation est pertinente. Malheureusement, lorsqu'elle se retrouve face à l'illusionniste, Léa Salamé n'a pas intégré la leçon et elle semble comme fascinée. Votre évasion fascine absolument le monde entier. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Oui. Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Ah ça, vous m'en demandez trop. Et à la suite de la diffusion de ces images, les internautes s'en emparent et soulignent que la journaliste n'est pas toujours aussi mielleuse. Et c'est notamment frappant si on compare avec la manière dont elle avait, 3 jours plus tôt, traité Philippe Martinez de la CGT. C'est vrai qu'ils vivent pas dans le même monde que nous. C'est ça la réalité. Pas le même monde que vous, pardon, on va pas refaire, parce que j'ai l'impression parfois qu'on est sur les mêmes questions et vous faites les mêmes réponses. On a l'impression qu'on a un disque rayé depuis un mois, mais c'est pas grave. Je suis pareil. On aurait donc une journaliste qui sort les crocs avec les syndicalistes, mais qui mange dans la main des grands patrons. N'y a-t-il pas là de quoi nous indigner? On va analyser ça, et puis je vous dirai une chose que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Je vous propose donc de vérifier si l'interview de Léa Salamé était complaisante et partisane. Et ça va nous permettre de manier 2 outils fondamentaux en dialectique. Le premier de ces outils, c'est la distanciation. L'idée, c'est que si vous voulez que l'autre joue avec vous le jeu de la mise à l'épreuve des idées, il doit vous percevoir comme un partenaire et pas comme un adversaire. Et comment est-ce que vous allez faire ça? Vous allez faire ça en vous distanciant des points de vue et des opinions que vous soumettez à son jugement. Et donc très concrètement, ça veut dire que vous allez employer des formules du genre « on pourrait penser que » ou « certains affirment que », qu'en pensez-vous? Et c'est par exemple ce que fait ici Léa Salamé avec Carlos Ghosn. Qu'on demande plus de moralisation, plus d'éthique, plus de transparence, moins de bling-bling aux patrons d'entreprise aujourd'hui, vous trouvez que c'est une bonne chose? Ça a l'air de rien, mais c'est ce genre de détails qui permettent de disposer l'autre à la réflexion. Voilà, il y a une idée, on va la mettre sur la table, on va la tester ensemble. Et si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas cet effort de distanciation, l'autre va vous prendre pour un adversaire, il va se mettre en mode contre-attaque, et ça va déboucher sur un dialogue de sourds de ce genre-là. Je vous redirai ce que je vous ai dit il y a un mois, que l'Allemagne, que tous nos pays voisins vous avez vu que l'Italie ont repoussé l'âge de départ à la retraite. Est-ce que vous avez noté, vous qui êtes bien informé? Ici, elle adopte une position et elle la défend en son nom. Et du coup, l'échange se dégrade en une confrontation. Et ça, c'est un point qui est fondamental, mais il n'est jamais appliqué. L'idée, c'est que si vous voulez un échange constructif, si vous voulez un bon échange dialectique, il faut bien se répartir les rôles. Il faut qu'il y ait un proposant et il faut qu'il y ait un discutant. Parce que s'il y a 2 proposants, ça s'entrechoque et du coup, ça devient une lutte de pouvoir. Et c'est pour ça que le genre du débat que tout le monde considère pourtant comme la quintessence de la rhétorique, ah qu'est-ce que j'aimerais voir machin débattre avec machin, en fait c'est de la daube. Les débats conçus comme des matchs de boxe, ça fait partie des situations où nos performances intellectuelles sont les plus médiocres. Mais c'est un autre sujet et je vous en ai déjà parlé ici. Quoi qu'il en soit, retenez que si vous voulez que votre interlocuteur accepte le jeu de la dialectique avec vous, vous devez lui donner des gages de votre objectivité. Il doit sentir que quand vous mettez à l'épreuve ses idées, vous le faites au nom de la vérité et de la précision, pas au nom de vos convictions. Et donc cette capacité de distanciation, c'est un des critères qui permettent de déterminer si un journaliste est partisan. Et le journaliste est partisan si vous sentez qu'au lieu de se focaliser sur les dires et la pensée de l'autre, il se sent obligé d'avancer une position et de la défendre. Et effectivement, sur ce premier point, on peut dire que Léa Salamé n'a pas accordé le même traitement à Ghosn et à Martinez. Venons-en au deuxième outil dialectique. Il est plus technique, mais c'est vraiment important que vous l'ayez dans votre gamme d'orateurs. L'idée, c'est que pour avoir un échange riche et constructif, vous devez avoir la capacité à alterner d'un genre de la conversation à un genre de l'argumentation. Vous avez besoin de la conversation pour fertiliser l'échange, pour lancer la machine à idées. Et vous avez besoin de l'argumentation pour affûter la pensée, pour tester les idées.
Comment faire? Eh bien, pour passer en mode argumentation, vous avez besoin de vous focaliser sur deux types de questions. Les questions de vérité et les questions de validité. Les questions de vérité, c'est des questions qui visent à confronter les déclarations de votre interlocuteur au réel. Et c'est ce que fait par exemple ici Léa Salamé. Vous êtes soustrait à la justice Ouais. d'un pays démocratique. Bon, alors attendez, pays démocratique et justice au Japon, là, vous permettez de contester cela. Mais enfin, c'est une dictature, le Japon? Non, je ne dirais pas que c'est une dictature, mais c'est une drôle de démocratie. Donc cette question de vérité invite Carlos Ghosn à présenter les éléments dont il dispose pour affirmer que le Japon est une drôle de démocratie. Quand les procureurs gagnent leur procès à 99,4%. Et c'est là que vous devez être attentif et que vous devez utiliser un second type de question. Les questions de validité. Et donc une question de validité, c'est une question qui vise à pointer que même si notre interlocuteur a des éléments pour soutenir son affirmation n'est pas forcément suffisante pour qu'on accepte sa conclusion. En l'occurrence, même si le taux de victoire des procureurs est de 99%, est-ce que c'est suffisant pour en conclure que la justice, donc la démocratie, est défectueuse dans ce pays? Et là-dessus, Léa Salamé a le bon réflexe. Pas de deal. Oui, mais le taux de condamnation aux États-Unis est de 98,5%. Parce qu'il y a des deals. Parce qu'il y a des deals. Donc finalement, il y a le procureur qui vient vous voir et vous dit, bon, écoutez, si vous acceptez d'accepter ça, je vous fais une réduction de peine, vous faites un deal, c'est pourquoi vous êtes à 98,5%. Au Japon, il n'y a pas de deal. Donc c'est basique, mais c'est la condition pour avoir de bons échanges dialectiques. Focalisez-vous sur des questions de vérité et de validité. Parce que si vous vous focalisez sur la personne de l'autre, si vous faites des insinuations sur ses intentions ou sur sa moralité, il va se braquer et ça donne des échanges de ce genre-là. Quel est l'objectif d'appeler à faire la grève des raffineries, notamment? C'est d'empêcher les Français de mettre de l'essence, en fait? Mais madame, on appelle à faire grève partout. On dirait partout sauf dans les raffineries. Et le plus difficile, c'est que même si vous faites cet effort de vous en tenir à des questions de vérité et de validité, au bout d'un moment, l'autre il va se braquer. Il va avoir l'impression d'être dans un interrogatoire et du coup, il va passer en mode zombie et il va lancer la machine à langue de bois. C'est pour ça que vous devez vous exercer à passer du mode de l'argumentation au mode de la conversation. Donc passer en mode conversation, c'est créer les conditions pour que l'autre se détende, qu'il commence à vous dire des choses personnelles et du coup peut-être des choses plus originales. Et donc pour faire ça, vous avez besoin d'utiliser deux types de questions. Vous avez besoin d'utiliser des questions qui mettent l'autre en position de témoin. Donc c'est des questions du genre « Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous dans cette situation ?» Et puis c'est aussi des questions qui mettent l'autre en position d'expert. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner à partir de votre expérience? Et donc je pense pas qu'on puisse reprocher à Léa Salamé des séquences de ce genre-là. Bon. Carlos Ghosn, vous êtes passé en quelques mois de PDG mondialement connu et reconnu à la casse-prison, de l'assignation à résidence à la grande évasion. Alors comment allez-vous? Quel sentiment vous habite là, tout de suite, à Beyrouth? C'est comme ça qu'on invite l'autre à partager ce que son expérience a de spécifique, donc d'intéressante. Non, je pense qu'il y a deux choses qu'on pourrait reprocher à la manière dont Léa Salamé conduit ses entretiens. La première, c'est de ne pas avoir mis Martinez dans les mêmes conditions que Ghosn, parce que je suis persuadé que si on met Martinez dans de bonnes dispositions, il aurait plein de choses à nous apprendre. Comment est-ce qu'on lance un mouvement? Comment est-ce que concrètement on mène une négociation? Quels sont les leviers qu'il utilise? La deuxième chose qu'on pourrait reprocher à Léa Salamé, c'est de ne pas toujours avoir su garder la bonne distance avec Carlos Ghosn. Et là, il y a une chose à comprendre. L'idée, c'est que si vous voulez que quelqu'un vous dise des choses intéressantes, il ne faut pas seulement que vous le mettiez à l'aise, il faut aussi qu'il vous respecte. Dans le partage d'informations, il y a des enjeux de statuts sociaux. On va donner les grosses informations, on va réserver les scoops aux personnes qu'on considère à notre niveau parce qu'on veut faire marcher la réciprocité. Et donc, avec des séquences de ce genre-là, où on tombe dans quelque chose d'obséquieux, eh bien, Léa Salamé ruine ses chances d'obtenir des infos exclusives de Carlos Ghosn. La malle, pas la malle? Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça. Oui, mais enfin, au contraire, il faut maintenir le suspense. Là, le type se dit, c'est bon, elle est déjà conquise, je vais pas me fatiguer. Que peut-on conclure de cette analyse? Eh bien, que Léa Salamé, et quoi qu'en dise la patronne de France Inter, n'a pas accordé le même traitement à Carlos Ghosn et à Philippe Martinez. Faut-il nous en indigner? Justement pas. Bien, cette affaire Léa Salamé a déclenché une offensive des professionnels de l'indignation. Et nous l'avons vu, il y a des éléments objectifs pour fonder cette indignation. Mais l'indignation ne vous rend pas service. Parce que l'indignation, qu'est-ce que c'est? L'indignation, c'est une émotion qui débouche sur une demande de justice. Mais comment peut-on laisser faire ça?
Et une fois que nous avons lancé cette injonction à faire quelque chose, nous passons à autre chose, nous passons à une autre source d'indignation. Et ça, c'est un des grands problèmes de notre époque. La plupart des gens qui ont une conscience politique finissent dans cette voie de garage. À force de sauter d'indignation en indignation, ils finissent par se convaincre que le monde est injuste et que si personne ne fait rien pour que ça change, eh bien c'est probablement parce que ceux qui tiennent les clés du système ont verrouillé toutes les voies d'accès au pouvoir. Il y a une alternative. Mais comme je vous le disais au début de cette vidéo, ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude d'entendre. Prenez les choses personnellement. En d'autres termes, efforcez-vous de changer vos indignations en des réactions d'orgueil. Quand Carlos Ghosn, il a vu que toutes les issues autour de lui commençaient à se refermer, il s'est pas mis à crier « Au secours, sortez-moi de là, je suis victime d'une injustice ». Non, il a remué ciel et terre pour se sauver. Et là, quand je vous dis ça, vous vous dites peut-être oui, c'est bien gentil, mais moi j'ai pas le portefeuille ou le réseau de Carlos Ghosn. Et c'est précisément là qu'il faut changer de manière de penser. Parce que Carlos Ghosn, il vaut pas mieux que vous. Il n'est pas plus fort que vous. Il n'est pas plus intelligent que vous. Est-ce que vous allez accepter qu'il accapare une armée de journalistes complaisants pour confier ses états d'âme et puis pour défendre ce qui ne sont que ses petits intérêts privés? Comment est-ce que vous pouvez laisser faire ça? Est-ce que vous n'avez pas des causes ou des projets qui méritent immensément plus d'attention? Et c'est pour ça que je partage avec vous tous ces outils. Rien ne vous empêche de devenir un média et de lancer un mouvement autour de ce qui vous tient le plus à cœur. Il n'y a pas besoin d'être choisi pour être sous le feu des projecteurs. Il est fini le temps où il y avait un monde de l'élite et des bas-fonds. Vous n'êtes pas assigné à la résidence de l'indignation. Il est temps d'avoir de l'orgueil et de passer à l'action.